Il est connu comme le peintre des petites danseuses, des coulisses d'opéra et des courses de chevaux. Edgar Degas a trouvé son inspiration dans la vie ordinaire, quotidienne, parfois triviale, de ses contemporains. Artiste à l'esprit vif et au verbe féroce, il méprisait les honneurs et la gloire. Ironie du sort, il est aujourd'hui un monstre sacré de l'impressionnisme et ses toiles se vendent à des millions d'euros. Il y a une phrase qui résume bien toute la contradiction de Degas. Il a dit un jour « J'aimerais être illustre et inconnu à la fois ». L'histoire de l'art a été plus injuste envers l'américaine Mary Cassatt. Si elle est une star aux États-Unis, elle reste très peu connue en France, alors qu'elle a été l'une des grandes figures de l'impressionnisme. Son seul tort, avoir été une femme artiste à une époque où l'art était encore une affaire d'hommes. Elle n'a jamais, pour moi, été reconnue comme elle devait l'être. Pourtant, ces deux-là ont tissé une rare amitié durant près de 30 ans. Une amitié surprenante et surtout méconnue. Non pas cette sorte d'amitié qui lie un professeur à son élève, comme on l'a trop souvent dit, mais une profonde et sincère amitié entre deux confrères, Mary Cassatt, la féministe, et Edgar Degas, le misogyne. Deux êtres caractériels, deux artistes exigeants qui ont voué leur vie à leur peinture et sont à l'origine d'un des plus beaux dialogues artistiques que l'histoire de l'art ait connu. Vous ne pouvez vraiment pas parler de l'un sans parler de l'autre, tellement ils se sont influencés. Bien peu de Français connaissent son nom, et encore moins ses œuvres. Elle a pourtant été l'ambassadrice de l'impressionnisme. Sans Mary Cassatt, ces peintres qui affolent aujourd'hui le marché de l'art, Monet, Renoir, Degas, auraient probablement continué à vendre de leur vivant à des prix dérisoires. Mary Cassatt est celle qui a permis aux impressionnistes d'être connus, vendus aux États-Unis, mais qui a permis tout simplement aux impressionnistes d'être reconnus en France. C'est considérable ce qui s'est passé et on n'insiste jamais suffisamment sur ce point. Mary Cassatt a tout fait pour l'impressionnisme. Elle a tout fait pour ouvrir, pour donner une visibilité. C'est la première, finalement, qui a introduit l'impressionnisme aux États-Unis, avec d'ailleurs un tableau d'Edgar Degas. Et à partir de là, les Américains vont largement acheter, ce qui fait que maintenant, les plus beaux tableaux impressionnistes sont aux États-Unis. Du groupe des impressionnistes, c'est Edgar Degas son favori. Elle aime la force de son dessin et sa façon unique de révéler la psychologie des personnages par ses compositions. Mary Cassatt reconnaît en lui l'héritier des grands classiques et elle persuade son amie, la collectionneuse Louisine Havemeyer, d'acquérir ce pastel représentant une répétition de ballet. En 1877, Edgar Degas devient ainsi le premier artiste impressionniste vendu aux États-Unis. Par exemple, quand Louisine Havemeyer vit pour la première fois un de ses tableaux, elle a dit « Je me sens pas très à l'aise, je me sens confuse face à tout ça, il y a tellement de mouvements, d'actions, expliquez-moi ». Et Mary Cassatt passa beaucoup de temps à expliquer le travail d'Edgar Degas. Donc je ne suis pas sûre que sans tous les efforts de Mary Cassatt, Edgar Degas eût été si bien connu aux États-Unis. Degas avait débuté une carrière de peintre académique largement influencée par Ingres. Puis il a rencontré Manet, Monet, Renoir au Café Gerbois et leurs discussions animées sur la peinture l'ont convaincu de trouver ses sujets autour de lui, dans l'effervescence de la vie parisienne. En 1877, Degas est en train d'accomplir ce virage vers la modernité. Et Mary Cassatt est l'une des rares à admirer ce nouveau style. Il choisit des cadrages audacieux,
et donne à ses œuvres cette impression d'instantané qu'il aime dans la photographie. Attention à la jambe d'appui comme je plie, ne roulez pas. Degas va présenter les scènes de façon assez originale, puisque un peu comme il le fera pour les danseuses, il ne présente pas généralement la course, mais bien davantage les moments de relâche en dehors du chant précisément ou de la course spécifiquement. Donc il s'agit plus pour lui peut-être d'évoquer une atmosphère que vraiment de transcrire la performance sportive. Et cela en soi, c'est original évidemment. C'est à cette période charnière de la carrière de Degas que Marie Cassatt le rencontre. Elle est arrivée en France il y a 10 ans, alors âgée d'à peine 21 ans. Elle venait parfaire sa formation de peintre, en suivant des cours privés et en copiant sans relâche les maîtres anciens dans les musées. Mais c'est sa rencontre avec Edgar Degas, son aîné de 10 ans, qui va se révéler déterminante pour la suite de son parcours. La rencontre de Marie Cassatt et Edgar Degas s'est faite en plusieurs temps. Edgar Degas visite le salon académique en 1874 avec son ami Léon Auguste Tourny. Et il s'arrête devant un tableau Qui était surtout très largement brossé, donc avec cet aspect un peu ébauché, qui devait trancher avec les autres œuvres du salon. Et face à cette œuvre, Degas aurait dit « Voilà quelqu'un qui ressent comme je ressens ». Tourny me dit « Mais c'est signé Marie Cassatt, je la connais ». Je pense qu'il a senti une forte personnalité transparaître de sa toile. Bien que l'œuvre soit assez banale, elle avait un certain style et quelque chose qui a vraiment attiré son attention. Et puis d'autre part, alors c'est ça qui est assez joli et extraordinaire dans cette histoire, Marie Cassatt, elle est à Paris avec son amie Louisine, s'arrête devant une vitrine du boulevard Haussmann et là, elle voit deux œuvres. L'une, c'est une répétition de ballet, l'autre, ce sont des chevaux à Longchamp. Et des années plus tard, elle dira j'allais souvent m'aplatir le nez contre cette vitrine et absorber autant que je pouvais son art. Cela changera ma vie. Alors, quelle meilleure manière que de faire connaissance par œuvre interposée. Et il faudra attendre 3 ans avant que réellement ils se rencontrent. « 1877, la sélection du salon officiel tombe. Marie Cassatt est furieuse. Pour la 3e fois, elle est sur la liste des refusés. C'est à ce moment-là que Tourny la présente à Degas. Lui s'est déjà révolté contre le diktat de ce jury trop académique. Et avec Monet, Pissarro, Sisley, Renoir et d'autres, ils ont monté un groupe qui expose librement leur nouvelle manière de peindre. Degas propose tout de suite à Marie de les rejoindre. Elle était ravie, non seulement parce qu'elle admirait le travail d'Edgar Degas, mais aussi parce qu'elle savait que c'était vers ce style pictural qu'elle souhaitait s'orienter. Edgar Degas était heureux de la recruter. Il lui a dit « La plupart des femmes peignent comme elles brodent, mais pas vous. Votre travail est unique. » Elle était donc très reconnaissante de ses compliments. Elle était également flattée de cette attention et accepta avec joie cette proposition d'exposer avec ce groupe d'artistes. Il soufflait un vent de révolte face à l'art classique, à l'art académique. Les trublions veulent contourner la suprématie du salon officiel, qui est pourtant à l'époque la seule voie d'accès à la reconnaissance. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les salons regorgent encore de peinture d'histoire. La peinture d'histoire, c'est le grand genre. Les nus ressemblent à des nymphes, des déesses. Vous savez, c'est l'époque de la révolution en peinture. Hein. C'est
Le déjeuner sur l'herbe, c'est Manet qui bouscule un peu tout. On ne veut plus du salon académique où les jurys depuis 200 ans font la pluie et le beau temps. Donc ils voulaient créer leur propre salon, un système alternatif où il n'y aurait pas de jury, où ils choisiraient eux-mêmes les artistes et le nombre de tableaux exposés au salon. Et il se trouve que Edgar Degas va être, enfin pas à l'origine, puisqu'il y a Monet, Pissarro et les autres, mais il va vraiment se battre pour mettre en place un salon des peintres modernes. Et c'est ainsi que aura lieu en 1874 le fameux salon que lui appellera le salon des indépendants et que d'autres appelleront le salon des impressionnistes. Faire le choix de rallier ses contestataires dès le début de son parcours montre bien la force de caractère de Marie Cassatt. Les places sont déjà rares pour les femmes artistes. Elle est en plus étrangère et isolée. Mais alors même que sa carrière s'annonce difficile, elle n'hésite pas à tourner le dos aux honneurs du salon officiel pour rejoindre Degas. Bien qu'il y ait eu plus de 3500 visiteurs au salon, nombreux sont ceux qui utilisaient leurs cannes et leurs parapluies pour tenter de détruire et critiquer leur travail. Mais Marie Cassatt a vu cela comme un défi, d'exposer avec ce groupe d'artistes qui faisaient des choses différentes. Et elle pensait que c'était pour elle un moyen d'être reconnue, de se démarquer des autres artistes qui exposaient au salon officiel. Pour Marie Cassatt, aller exposer avec les impressionnistes, c'est au fond une libération. Enfin, je pouvais travailler avec une indépendance absolue et sans m'occuper de l'opinion éventuelle du jury. Déjà, j'avais reconnu quels étaient mes véritables maîtres. J'admirais Manet, Courbet, Degas. Je haïssais l'art conventionnel, je commençais à vivre. Il s'écoule 2 ans avant que Marie Cassatt et Edgar Degas n'exposent finalement ensemble lors du 4e salon des impressionnistes. Mais pendant ce temps, les deux artistes se rapprochent. On les voit tous les deux au Louvre, dans les boutiques de mode, à l'opéra, dans des dîners d'amis. Ils se ressemblent par leur esprit vif, aiment parler de techniques artistiques et flâner à la recherche des tableaux de la vie parisienne. Ils se rendent visite quasiment quotidiennement, d'autant plus qu'ils habitent près l'un de l'autre, à Montmartre. Mais non seulement ça, mais ils l'accompagnent chez la modiste, ils l'accompagnent chez le coiffeur, enfin ils ont vraiment une vie d'amis très très proche. Edgar Degas et Marie Cassatt sont vraiment un duo, et d'ailleurs ceux qui les côtoyaient disaient qu'ils se comprenaient à demi-mot, ils se souriaient, voilà, c'est une espèce d'entente complice et implicite qui mettait d'ailleurs un peu à l'écart les autres. Donc il y a réellement un duo. Un journaliste dit qu'ils sont confrères en indépendance. Ils partagent leur passion et leurs convictions. Leur admiration mutuelle nourrit d'abord leur complicité artistique, puis leurs relations amicales. Quoi qu'il en soit, ils avaient des caractères très différents qui se complétaient bien. Il était cynique, elle avait bon fond, était optimiste. Il y avait une sorte d'équilibre entre eux. Edgar Degas et Marie Cassatt se disputaient sans cesse. Ils se fâchaient puis se réconciliaient. Un jour, Miss Cassatt me confia « Ma chère, il est épouvantable, il détruit votre volonté. » « Comment pouviez-vous vous entendre ?» lui demandai-je pour l'inciter à m'en raconter davantage. « Oh, répondit-elle, je suis indépendante. Je peux vivre seule et j'aime travailler. Parfois, il était furieux de ne pas trouver de défaut dans mon armure et nous passions des mois sans nous voir. » Edgar Degas est connu pour son mauvais caractère, son intransigeance, ses sarcasmes le plus souvent destinés aux artistes. Il est rude, car il veut garder les gens à distance et ne pas risquer d'être distrait dans son travail. Les mots qu'il a faits sur les peintres qu'il n'aimait pas, et il n'en aimait guère à l'exception de Ingres, les mots qu'il a faits sont si profonds et si cruels que dans le monde des arts on estime à juste titre qu'ils étaient mortels. En voici quelques-uns. Il a dit en parlant des tableaux de carrière un mot bien sévère, mais bien frappant. Il a dit, on dirait des cervelles au beurre noir.
Il a dit « Je suis allé voir les nymphéas de Monet et j'ai demandé à sortir de là tellement ces reflets me faisaient mal aux yeux. Cela m'étourdissait, j'aurais dû me cacher les yeux tellement j'avais envie de vomir. » Il n'avait aucune pudeur à critiquer le travail de Monet. Marie Cassatt est quant à elle bien armée pour parer ses coups. Derrière son élégance naturelle se cache une force de la nature. Confiante, déterminée, piquante. Elle aurait fait une piètre carrière de diplomate, parce qu'elle ne revenait jamais sur ses idées. Elle se fichait bien de ce que les autres pensaient d'elle. Sa franchise pouvait paraître parfois insultante. Et c'était une bonne défense contre Degas qu'elle pouvait gérer à sa guise. Néanmoins, ils étaient très proches. Ils avaient cette compréhension mutuelle qui leur permettait de se mesurer et d'opposer leurs fortes personnalités. Et cette longue amitié a fait d'eux indubitablement des artistes à part. Leur complicité et leur fort caractère font d'eux des électrons libres au sein des impressionnistes. Ils partagent bien leur liberté de touche et leur préférence pour les sujets du quotidien, mais se désintéressent du paysage et de ses recherches sur la lumière naturelle qui occupent la plupart d'entre eux. Ils étaient différents des impressionnistes. Parce que Degas, lui, n'aimait pas aller peindre dehors. Il aimait travailler seul et n'était jamais partie prenante des scènes, comme Renoir pouvait l'être. Quand Renoir peignait une scène, vous pouviez sentir les odeurs, entendre la musique et vous l'imaginiez bien au cœur de la scène. Edgar Degas, lui, peignait une scène comme s'il regardait par le trou de la serrure. Donc il était évidemment intéressé par cette nouvelle approche de la peinture, sans pour autant renoncer à retourner en atelier pour travailler sa toile, la composition, et donc ne pas forcément la peindre telle qu'il l'avait vue. Aucun art n'est moins spontané que le mien. L'inspiration, la spontanéité et le tempérament me sont inconnus. Il faut refaire 10 fois, 100 fois le même sujet. Rien en art ne doit ressembler à un accident, même le mouvement. Ce que je fais est le résultat de la réflexion et de l'étude des grands maîtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les artistes impressionnistes étaient souvent critiqués pour ne pas créer de profondeur dans leurs toiles parce qu'ils n'utilisaient pas de noir. Edgar Degas et Marie Cassatt croyaient aux couleurs sombres, et bien qu'ils utilisaient aussi des tons clairs, ils aimaient créer de la profondeur grâce à elles. Ils utilisaient beaucoup le noir dans leurs tableaux. Mais s'ils se distinguent artistiquement du groupe, Marie Cassatt et Edgar Degas y sont pleinement investis. Edgar Degas faisait partie, malgré lui, des meneurs de l'impressionnisme. Et Marie Cassatt était également très influente, puisqu'elle s'occupait énormément de l'organisation des expositions. Par leur cercle de relations, ils peuvent bénéficier de certains locaux et ils s'investissent parfois financièrement dans ces manifestations collectives. Ils sont parmi les plus fortunés des impressionnistes. Ce statut social est une affinité supplémentaire entre les deux artistes.
Il y a des points communs entre l'enfance de Marie Cassatt et celle d'Edgar Degas. Tous les deux, ils sont aussi d'une famille de banquiers bourgeois, assez classique. Si Cassatt, toute sa vie, sera à l'abri de toute question financière, Degas connaîtra, lui, une période plus difficile au moment de la banqueroute de l'affaire de son frère. À ce moment-là, il a beaucoup peint pour vendre son travail rapidement afin de sauver l'honneur de sa famille. Et ce fut compliqué parce qu'il devait coupler cela avec son perfectionnisme. Et cela ne le satisfaisait pas. Dans son atelier du 37 de la rue Victor-Massé à Pigalle, Degas se met à produire en grand nombre des sujets à la mode pour son marchand Paul Durand-Ruel. Ironie du sort, ces articles, comme il les appelle, sont aujourd'hui considérés comme ses plus beaux tableaux. Ce sont ces fameuses danseuses, connues dans le monde entier. Quant à Marie Cassatt, elle a vécu effectivement dans une bonne famille, bien entourée, notamment par une mère qui était assez proche, assez à l'écoute et aussi ouverte à la dimension artistique. Et puis un père qui était ce qu'il était, enfin un banquier, quoi, hein, avec tout ce que ça peut représenter, de l'ordre établi, et qui n'était pas forcément favorable à l'ouverture vers l'art de sa fille. Elle lui a déclaré « Je veux être peintre ». Et il lui a répondu... Vraiment, il a eu une réponse assez terrible. Il lui a dit « J'aimerais mieux que tu sois morte plutôt que tu sois peintre ». Et ça va la marquer profondément. Son départ en France a été vécu comme une fuite, une opportunité d'échapper au système patriarcal américain si oppressant. Une fois, elle a écrit « Donnez-moi la France ». Les femmes ne doivent pas se battre là-bas pour être reconnues. En France, elles peuvent être quelqu'un et non quelque chose. Ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Marie Cassatt est une révoltée, mais évidemment, elle est contradictoire, car jamais elle ne va abandonner ni condamner son milieu social, mais toujours elle va le critiquer profondément et en elle-même rejeter un certain nombre de préceptes de son éducation. Ça va ressortir d'une manière assez étonnante. Elle va faire un tableau de cette cousine qui s'appelle Madame Ridel. Et ce tableau représente une femme extrêmement peu sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous montre un personnage hautain, un personnage un peu violent même. Enfin, on sent bien qu'il y a ce mépris finalement, et notamment qui apparaît à travers les mains dessinées comme des doigts d'Ariane May. Enfin, et c'est une façon pour Marie Cassatt de dire, voilà, mon monde n'est pas là. Il n'est pas justement dans cette bonne famille. Il n'est pas dans les bonnes mœurs. Degas trouve le tableau splendide et sévère. Il se reconnaît dans cette manière de peindre peu flatteuse. Une telle communion entre deux artistes est exceptionnelle. Elle va nous offrir un moment rare dans l'histoire de l'art et unique dans leur parcours. Ce moment où deux artistes se rejoignent sur une même toile. La petite fille dans un fauteuil bleu, signée Marie Cassatt, est la seule œuvre peinte par les deux amis. Edgar Degas ne va pas hésiter à venir marquer sa touche, son conseil, et même imprimer quelque chose sur la toile de Marie Cassatt sans qu'elle en soit contrariée. C'est la seule toile, c'est d'ailleurs Marie Cassatt qui le raconte, cette petite fille dans un fauteuil bleu, qui a associé vraiment Edgar Degas parce qu'il a non seulement conseillé sur les lignes de fuite, sur la profondeur du tableau, mais aussi il a pris son pinceau pour corriger et donner un peu plus de relief à cette œuvre magnifique. Elle avait une ligne de démarcation horizontale entre son sol et son mur, et Edgar Degas y a créé un angle pour donner plus de dynamique à la toile.
Cassatt ne se cache pas de l'intervention de Degas sur cette toile. Elle y voit la preuve de leur émulation artistique et non celle d'un maître qui corrigerait son élève. Et il y a une espèce de compréhension, de complicité qui fait que, de toute façon, c'est évident, chacun respecte l'autre. Et chacun admire l'œuvre de l'autre. Ils essayaient en permanence de se surpasser l'un l'autre. Ce qui est intéressant, c'est quand Mary Cassatt a commencé à utiliser de la peinture métallique pour créer des effets de miroitement. Edgar Degas, bien qu'il l'ait critiqué pour cela, se mit également à l'utiliser dans ses compositions plus tard, afin d'accentuer les ombres et les lumières. Donc oui, elle a vraiment eu une influence sur lui. Qu'une véritable influence, on a plutôt envie de parler un petit peu de porosité entre leurs œuvres. Il y a effectivement un dialogue dans leur création. Ils s'amusent aussi un peu en se rejetant la balle par tableaux interposés. Donc c'est vraiment une complicité liée à un vrai échange, quoi. Même à ce qu'on pourrait appeler une dispute, au sens noble de la dispute, c'est-à-dire qu'on va provoquer l'autre et qu'à partir de là, on enrichit finalement toute la dimension artistique. Edgar Degas a remarqué que dans ses représentations des femmes portant un enfant, il y avait souvent ce jeu de lignes entre leur tête et leurs bras qui, avec l'enfant, créait une courbe en S. Elle a vu cette critique un peu comme un défi. Elle a voulu surenchérir en insistant sur cette courbe. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard, lui aussi se mit à appliquer ce principe pour ses danseuses. Ces danseuses d'opéra, comme les blanchisseuses, les repasseuses ou les chanteuses de café-concert, sont pour lui un prétexte à étudier le mouvement et les compositions. Il les saisit à la manière d'un photographe qui cherche à capturer l'instant. Ses compositions sont dynamiques, elles sont détonnantes, il adopte souvent des points de vue surprenants, pouvant mettre en lumière des personnages qui flirtent avec le hors-champ. Il encourage le spectateur à terminer l'histoire de la scène. Vous ne savez pas exactement ce qu'il va se passer, mais vous êtes curieux d'imaginer ce qui suit l'instant du tableau. Les notes griffonnées dans ses carnets de croquis offrent un précieux éclairage sur sa manière de travailler les compositions. Beaucoup coupé. D'une danseuse, faire ou les bras, ou les jambes, ou les reins. Faire les souliers, les mains d'un coiffeur, pieds nus en action de danse. À ça répond le travail de Mary Cassatt qui, elle, va plutôt déployer quelque chose de l'intimité, de l'intériorité des personnes. Contrairement à Degas, qui est libre d'aller où bon lui plaît, Mary Cassatt est limitée par les restrictions qui touchent les femmes. Elle n'a accès ni aux coulisses, ni aux orchestres, pas même au café où se réunissent ses confrères. Elle trouve donc la plupart de ses modèles dans son entourage, des bourgeoises qui lisent le journal ou boivent le thé. L'essentiel de leur œuvre est consacré à des sujets d'intérieur et le cadre urbain est surtout évoqué à travers des lieux de socialisation, les cafés, les salles de concert en particulier. De tous ces lieux de l'effervescence parisienne, l'opéra est celui qu'ils ont partagé dans la vie comme en peinture. Ils s'y rendaient ensemble plusieurs fois par mois. C'est dans cet espace, régi par les conventions sociales, que leur dialogue artistique est le plus évident. Edgar Degas représente le point de vue masculin et Mary Cassatt le point de vue féminin. La vision masculine se fait depuis l'orchestre, réservé aux hommes, qui étaient aussi autorisés à aller dans les coulisses, à rencontrer les danseuses.
Les femmes, elles, n'étaient pas habilitées à y aller. Elles devaient s'asseoir dans les loges. Donc Marie Cassatt représente les femmes comme étant celles qui observent, mais aussi comme étant celles qui sont observées. Et donc, en tant que spectateurs, nous venons compléter ce cercle en regardant nous-mêmes ce jeu de regard. Leurs points de vue diffèrent, mais leur manière de peindre est si proche qu'il est parfois difficile de distinguer un Degas d'un Cassatt. C'est le cas par exemple pour cette jeune fille arrangeant ses cheveux. Cette toile a souvent été mal interprétée et confondue avec un Degas. Marie Cassatt était évidemment flattée de cette confusion, mais au final, le tableau fut bien reconnu et attribué à Marie Cassatt. En fait, il semblerait qu'un jour, tous deux, voyant les œuvres d'un de leurs confrères, Cassatt ait osé dire que l'œuvre n'avait pas de style. Et Degas se serait là montré un petit peu facétieux, haussant les épaules, l'air de dire, voyez-vous ces femmes qui se mêlent de juger l'art. Donc, comme un défi personnel, et en réponse à cela, elle a peint le portrait d'une jeune fille se coiffant, très similaire aux femmes qu'il peignait souvent dans cette pose. Elle voulait donc lui prouver que peu importait le choix du sujet, seule la composition et la facture de la toile permettaient de créer le style. Quand Degas voit le tableau, il aurait écrit à Cassatt « Quel dessin, quel style !» 4 mots qui trahissent bien tout l'esprit d'Edgar Degas, assez malin pour vanter son propre style au détour d'un compliment. Mais peu importe l'ironie, pour Marie Cassatt, c'est une victoire. Elle venait de prouver qu'elle était à la hauteur de son confrère et qu'elle avait toute sa place dans ce métier d'homme. Ironiquement, quand il a vu ces toiles, il aurait dit « Je n'admettrai jamais qu'une femme puisse peindre comme ça ». Même si cette remarque était sarcastique, c'était sa façon de complimenter Marie. C'était sa manière à lui de lui exprimer son admiration. Degas aime tellement la toile de Cassatt qu'il la lui échange contre l'un de ses nus. Sa collection personnelle compte alors 3 pastels et une centaine de gravures signées Marie. Marie Cassatt, elle, possédait au moins une quinzaine d'œuvres de Degas. Leur amour en peinture est évident. Mais s'aimait-il aussi dans la vraie vie ? L'homme qui a compté dans sa vie, c'est Degas, évidemment. Mais moi, je suis persuadé qu'elle a été si admirative qu'un temps, elle avait sans doute un sentiment amoureux pour Degas. Est-ce qu'on peut parler d'une relation amoureuse ? Je ne pense pas. Elle risquait déjà sa réputation en s'associant à un groupe d'artistes contestataires et en s'alignant sur leur manière de peindre radicale. Si en plus elle avait entrepris une liaison amoureuse avec l'un d'eux, elle n'aurait pas été prise au sérieux. Sa carrière était beaucoup plus importante pour elle que toutes sortes de relations ambiguës qu'elle aurait pu avoir avec Degas. Aucun indice, aucun écrit ne laisse croire à une relation amoureuse entre les deux artistes. Ils sont restés l'un et l'autre très secrets sur leur vie privée. Et dans les lettres qui nous restent de lui, Degas parle étonnamment très peu de celle qu'il voit presque tous les jours et qu'il continue d'appeler Mademoiselle Cassatt. Manet se moquait de Degas. Il disait « Degas est incapable d'aimer. Et même si c'était le cas, il ne l'aurait jamais dit à personne. » Le problème, c'est que, on le sait, Marie Cassatt a détruit toute sa correspondance avec Edgar Degas. Edgar Degas n'a pratiquement rien laissé. Donc, manifestement, ils ont pris soin tous les deux de faire disparaître toute trace de leur lien. Si les deux artistes restent silencieux sur leur lien, leur toile parle peut-être pour eux. Degas prend souvent Marie Cassatt pour modèle. Chez la modiste ou au musée, elle est l'incarnation de la femme bourgeoise, mais pas vraiment Marie.
seule une toile est un véritable portrait d'elle. Marie Cassatt y apparaît assise, tenant un jeu de cartes, dans une position peu féminine et peu conventionnelle pour une femme de son rang. Probablement, il était plus fasciné qu'il ne l'a dit par cette femme et par cette peintre. Et donc, c'est ce qu'il nous montre dans ce tableau. Il l'a peinte comme une femme forte et audacieuse. Il a même écrit une fois qu'il élevait son statut de femme à celui d'un homme dans ce portrait. Il a utilisé pour cela toutes les caractéristiques d'un portrait masculin. Elle est penchée en avant, les genoux écartés, elle tient même des cartes à jouer, alors qu'il était inconvenant de jouer aux cartes pour une femme à cette époque. Edgar Degas signifie qu'elle a le jeu en main. Et que beaucoup plus qu'on ne le pense, elle peut diriger quelque chose, y compris le diriger lui. C'est pourtant lui qui mène la danse quand en 1879, au sommet de leur complicité, il embarque Marie dans une aventure dont elle sortira éprouvée. Degas lance l'idée d'un périodique, le jour et la nuit, qui sera essentiellement consacré à la gravure. Et il y associe naturellement Pissarro, extrêmement bon graveur, Félix Bracquemond et Marie Cassatt. Et ensemble, ils vont commencer à réaliser cette revue qui serait finalement la revue impressionniste et qui, comme tout projet comme ça, prend une dimension très importante au début. Puis on se rend compte que c'est beaucoup de travail. Ludovic Halévy en parle en disant ils sont toujours fourrés les uns avec les autres. Marie Cassatt est là, ils travaillent sur les presses, enfin bref. La situation ne manque pas d'audace pour l'époque. Marie Cassatt manipulant une lourde presse dans un entrepôt poussiéreux, au milieu d'hommes. Marie Cassatt est une force de la nature. Elle va faire crisser le cuivre, car c'est effectivement une manière de s'exprimer qui demande, je dirais, de la tonicité et des muscles. Et puis Edgar Degas les lâche. Et les lâche en lâche, on pourrait dire. Et il a été vécu comme ça, effectivement. Il est critiqué par un certain nombre pour être effectivement un faiseur, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses réalisations. Elle a compris qu'il était inconstant et qu'il pouvait changer d'avis brutalement. Et ça, Marie Cassatt va en souffrir et elle va être extrêmement mécontente de cette affaire. Je pense que c'est la première fois qu'il se fâche vraiment pour un petit moment. Quelque chose est un peu brisé. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le fait que cette admiration de Marie Cassatt pour Edgar Degas soit un peu brisée va vraiment permettre à Marie de déployer toute sa dimension artistique et un peu de s'émanciper finalement de cette relation. Après ce premier coup porté à leur amitié, Cassatt se lance à corps perdu dans la pratique de la gravure et de la lithographie. Elle invente même un procédé qui lui permet de colorer directement ses plaques de cuivre avant impression. C'est à ce moment-là qu'elle se met à peindre des maternités, un thème qui devient sa marque de fabrique et qui interroge d'autant plus qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Marie Cassatt a sublimé certainement ce qu'elle a choisi de ne pas vivre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y avait un choix à faire. Si on veut être une femme peintre et s'imposer dans ce 19e siècle, on ne peut pas être la journée avec ses enfants et le soir en train de peindre. C'est vraiment un choix de vie. Et en même temps, on sent bien que dans sa réalisation de ses maternités, elle vient sublimer ce qu'elle aurait pu vivre.
Elle-même rejetait cette référence incessante au fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Elle ne l'a jamais vécu comme une tragédie. Elle a dévoué sa vie à son art et elle a assumé ce choix. Elle écrit dans une lettre « Rien n'est plus éloigné de la vérité. J'ai vécu intensément ma vie de femme et j'ai peint ce que j'aimais. » Elle a transcendé ce genre habituellement synonyme de sentimentalisme un peu niais. Elle privilégie le naturel grâce à sa touche vive et ses tons clairs. Ainsi, elle réussit à rendre l'émotion pure et à donner à sa toile une dimension plus authentique. Il y a une première constatation, c'est que essayer de trouver une des mères qui sourit, vous n'en trouverez pas. Elles sont toutes extrêmement sérieuses et je crois qu'elle veut montrer l'importance décisive de la femme dans l'éducation des enfants et dans la responsabilité de l'éducation des enfants. L'image glorifiée de la maternité peut être quand même liée pour partie à la pression grandissante du féminisme aux États-Unis au XIXe siècle. Son travail reflétait complètement ses idées féministes. La plupart du temps, les femmes qu'elle peignait avaient des enfants, ce qui correspondait à son idéal féminin. Les mères devaient s'occuper de leurs enfants elles-mêmes et non pas laisser les nurses le faire. C'était une manière de penser très libérée à l'époque. Quant à Edgar Degas, le lien entre sa vie et ses toiles est tout aussi ambigu. L'artiste s'introduit souvent dans l'intimité des femmes. Mais l'homme la partage-t-il aussi? On a dit de Degas qu'il était un célibataire endurci, misogyne, parfois même pervers ou impuissant. La vie intime de Degas est aussi compliquée que mystérieuse. Donc, elle est d'autant plus compliquée qu'elle est mystérieuse. C'était un grand solitaire et il avait décidé qu'il n'avait besoin de la compagnie de personne. C'était peut-être dû au fait qu'il avait vécu entouré de 2 grands-pères veufs et d'oncles célibataires. Il y avait alors peu d'exemples familiaux qui pouvaient l'inciter à se marier. Il construit un personnage social qui le protège avec une certaine carapace, une certaine armure. Ne m'approchez pas. Et en même temps, à travers sa peinture, il va nous montrer tout à fait autre chose, c'est-à-dire toute sa sensibilité, toute sa sensualité aussi. Ça veut dire que tout ce qu'il va vivre et connaître se vit à travers le prisme de la création. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est son travail par rapport aux prostituées. Ça nous éclaire un peu sur, effectivement, son regard sur la femme. Un regard sans phare sur ces femmes de petite vertu que Degas fréquente assidûment dans les coulisses de l'opéra et les maisons closes. Effectivement, dans ce qu'il réalise là, il n'y a absolument pas de dimension érotique. On ne ressent pas. Il n'y a rien d'excitant dans les nus de Degas. Les silhouettes sont généralement assez massives, assez hiératiques. Leurs visages sont souvent seulement esquissés ou peu visibles, de profil ou masqués par des effets d'ombre. Ils offrent donc une vision assez crue, peu flatteuse de la réalité. Il refuse de rendre la beauté de la femme dans ses nus. Il les peint dans des poses atroces. Ces modèles ont un regard brutal, presque cruel. Certaines personnes voient dans ces nus des femmes à l'état animal. Mais en vérité, il ne voulait pas peindre des nus esthétisés, mais bien des femmes simplement déshabillées. Mary Cassatt possède l'un de ces nus qui avait fait scandale. Elle aime le regard sans idéalisme que Degas pose sur ces corps de femmes. Elle se sent toujours aussi proche de l'artiste, mais ne partage plus les idées de l'homme. En 1897, c'est la rupture.
La plus grande affaire politique de l'entre-deux-siècles qui déchirera la France pendant 12 ans met aussi un terme à leur amitié. L'amitié artistique d'Edgar Degas et Marie Cassatt va durer toute leur vie. Par contre, l'amitié réelle, non. L'affaire Dreyfus, je pense, a vraiment mis à mal leur amitié. Dreyfus était le seul juif dans l'état-major de l'armée française. Il a été accusé à tort d'avoir trahi la France en faisant passer clandestinement des informations secret défense à l'Allemagne. La plupart des intellectuels français étaient persuadés de son innocence, mais certainement pas Degas. Il s'est mis tout le monde à dos parce qu'il clamait haut et fort ses idées antisémites. Alors qu'à l'opposé, Marie Cassatt a pris position pour Dreyfus, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a vraiment une fermeture de Degas et il y a une rupture qui va l'isoler énormément jusqu'à la fin de sa vie, de 97 jusqu'à 1917. Louisine Havemeyer, le précieux témoin de leur amitié, déplore cette énième dispute. Marie Cassatt est selon elle la personne qui comprend le mieux Degas. Elle tente de la convaincre de renouer avec lui. J'étais souvent amusé pendant les nombreuses années où je les ai fréquentés à cause des nombreux dîners organisés par leurs amis pour les réconcilier. Je me rappelle l'un d'entre eux en particulier qui a eu lieu à Paris. Degas et Marie Cassatt s'étaient querellés à propos de l'affaire Dreyfus. Miss Cassatt était perplexe quant à accepter le déjeuner avec Degas. « Par tous les saints, accepte, dis-je. » Mais l'affaire Dreyfus, répondit-elle, je sais qu'il va m'agresser. « N'hésite pas, vas-y et réduis-le au silence une bonne fois pour toutes. » Mais ma chère Louisine, dit-elle à court d'arguments, tu ne sais pas quel mauvais homme il peut être. Il peut tout dire. « Toi aussi, répondis-je, et elle se résigna à y aller. Cette affaire ternit à jamais leur amitié et jette sur Edgar Degas une ombre antisémite qui le poursuit encore aujourd'hui. L'aube du XXe siècle amorce pour les deux artistes une vie marquée par l'isolement et la maladie. Edgar Degas tombe dans une forme de dépression et Marie Cassatt, dépassée par la jeune scène artistique, se retire dans son château de Beaufresne, dans l'Oise. Marie Cassatt était effrayée et même hostile envers des mouvements comme le fauvisme, l'art moderne, le cubisme ou le post-impressionnisme. Elle avait l'impression que l'art de son époque était révolu. Elle était en panne d'inspiration. Edgar Degas, bien qu'il bénéficie à la fin de sa vie d'une reconnaissance internationale, que ses œuvres atteignaient des prix faramineux, était devenu totalement insensible à la gloire. Sa notoriété lui pesait. Et il était devenu de plus en plus amer. Il était quasiment aveugle et sourd. Il s'est alors renfermé sur lui-même et s'est laissé pousser une longue barbe blanche et hirsute. Il était devenu très excentrique. Après l'affaire Dreyfus, les deux artistes ne se revoient plus, mais ils continuent à veiller l'un sur l'autre à distance. Degas se déplace chez Durand-Ruel pour y voir l'exposition de Pastel de Marie, alors qu'il est déjà très malade. Elle organise sa fin de vie en envoyant à ses côtés une nièce infirmière. Degas s'éteint le 27 septembre 1917, sans faire de bruit, Paris n'écoutant plus que les nouvelles du front. Marie Cassatt, elle, est dévastée. Elle pensait que sa mort était une délivrance pour lui, car il souffrait vraiment le martyre et c'était un soulagement de ne plus ressentir cette douleur. Mais d'un autre côté, elle était affligée, car elle avait conscience de perdre un des plus grands artistes du XIXe siècle. Elle a même dit « Je ne vois personne pour le remplacer ». À la mort de Degas, Marie Cassatt est très présente.
Et elle dit encore son amitié et sa complicité avec Edgar Degas. Marie Cassatt s'éteint à son tour 9 ans plus tard dans son château de Beaufresne, laissant derrière elle 600 toiles, 300 gravures et l'admiration de ses contemporains. Dès ses débuts avec le groupe, elle a retenu l'attention des critiques, jusqu'à Émile Zola, une voix écoutée, qui en vante l'originalité inhabituelle. Mais à sa mort, elle tombe dans l'oubli en France, où elle a pourtant passé la majeure partie de sa vie. L'histoire de l'art a été profondément injuste avec Marie Cassatt, comme elle l'a été avec toutes les femmes artistes. Elle était audacieuse. Elle peignait des sujets originaux en utilisant des techniques dont personne n'avait l'idée à l'époque. Et pourtant, elle n'a jamais fait partie, comme Degas, Renoir ou Monet, des artistes phares de l'impressionnisme. Elle est toujours restée au second rang. En 1915, pourtant, 19 de ses toiles côtoient celles de Degas lors d'une exposition sur la femme organisée par les suffragettes à New York. Les bourgeoises à côté des prostituées et des blanchisseuses. Marie Cassatt à l'égal d'Edgar Degas. Devant ces murs, les critiques sexistes ne tiennent plus. Seul compte le dialogue pictural entre ces deux artistes. Côte à côte, ils ont écrit une page unique de l'histoire de l'impressionnisme. Une page humaine et intime.